Il s'agit d'abord d'appliquer la loi, puisque à la suite d'une négociation interprofessionnelle, un accord est intervenu en janvier 2013 pour rendre obligatoire dans les grandes entreprises la nomination d'administrateurs élus ou nommés par les salariés. Au-delà de cette obligation légale, il y a, je crois, un bénéfice pour les entreprises qui vont le faire. Toutes n'y seront pas assujetties car il y a d'autres conditions, comme celle de la présence d'un CE dans la holding qui détient l'entreprise. Au-delà de l'obligation légale, il y a, je crois, un bénéfice pour les entreprises à attendre de cette mesure. Elle est pour moi de nature à, si les conditions convenables sont respectées, elle est de nature à faciliter le dialogue social dans l'entreprise, dans la mesure où elle donne aux salariés une meilleure visibilité des enjeux et des grandes décisions de l'entreprise, et inversement, elle donne au conseil d'administration le bénéfice d'observateurs, le plus souvent compétents, connaissant l'entreprise de l'intérieur, non seulement connaissant les salariés, mais souvent connaissant les clients, les produits, le contexte de terrain de l'entreprise. Et cet échange peut être très fructueux, surtout si les administrateurs ont été choisis avec soin et ont été formés avec soin également. Bien sûr, il y a des risques. Et les détracteurs de cette mesure, qui se sont exprimés en leur temps et qui s'expriment encore aujourd'hui, soulignent plusieurs risques. Le plus important et le plus fréquemment évoqué est celui de fuite dans les décisions ou dans les projets de décision du conseil d'administration. Et il est vrai qu'un conseil d'administration qui fuit est quelque chose de très dommageable à l'entreprise, et c'est pour cela que la loi impose, et l'éthique aussi impose à tous les administrateurs d'être absolument étanches sur les débats qui ont lieu dans le conseil et de ne laisser l'expression publique uniquement à la main du dirigeant de l'entreprise. À cet égard, il est arrivé d'ailleurs que des fuites proviennent qui n'ont rien à voir avec les administrateurs salariés. Donc cette obligation s'impose à ces derniers, comme à tous les autres administrateurs. Bien entendu, elle est peut-être plus difficile à vivre pour eux, dans la mesure où ils ont été désignés là par des mandants, en général, soit élus par les salariés, soit nommés par les syndicats, soit nommés par le CE. Donc ils peuvent avoir, ils doivent, à mon sens, avoir une certaine obligation de retour vers leur mandant. Mais ce retour, qui est nécessaire pour tirer parti du bon côté de ce dialogue social, ce retour ne doit jamais se faire sur des points particuliers du conseil d'administration. Ils doivent rester généraux sur la façon dont marche le conseil d'administration, sur les grands enjeux de l'entreprise. À aucun moment, l'administrateur salarié, comme les autres, ne doit trahir le secret d'une délibération. Quels sont les projets du conseil d'administration, ou une fois qu'une décision est prise, qui a voté pour, qui a voté contre, tout ceci doit rester strictement dans l'enceinte du conseil. C'est le principal risque. Je crois qu'il peut être circonscrit d'une part par la qualité des personnes qui doivent être choisies pour cette qualité-là, et d'autre part par une formation et, j'allais dire, une mise en garde bien appuyée du conseil d'administration vis-à-vis de ces nouveaux membres du conseil. Oui, cette mise en place prendra du temps, plus exactement, non pas sa mise en place, dont le délai est fixé par la loi, mais la montée en régime optimale de cette mesure. En effet, toutes les entreprises ne sont pas préparées à cette disposition, et d'autre part, les intéressés, qu'il s'agit du conseil d'administration lui-même ou de ses nouveaux membres élus ou désignés par les salariés, ne sont pas non plus parfois préparés. Il s'agit pour les salariés et leurs syndicats, leurs représentants, de choisir les meilleurs administrateurs possibles. Il s'agit pour le conseil d'administration de savoir les accueillir, et pour le président de ce conseil de savoir éventuellement leur expliquer le cadre de leur action et le fonctionnement du conseil d'administration. Il s'agit certainement de les former
Et il s'agit pour l'ensemble du Conseil d'apprendre à travailler d'une nouvelle façon. Ceci prendra du temps, mais je crois que c'est parfaitement possible. L'expérience l'a montré, et tout est question de bonne volonté de part et d'autre. J'ai eu la chance de présider le conseil de Thales pendant 11 ans, et du début jusqu'à la fin, nous avons eu des administrateurs salariés, au début parce que nous étions pendant quelques mois encore nationalisés, et ensuite parce que la loi nous a fait obligation de les conserver. Dans un premier temps, c'était la loi. Quelques années après, la loi permettait d'en sortir, si je puis dire, et j'ai pris, ou plutôt le conseil d'administration avec moi, a pris la décision de conserver ces administrateurs salariés, alors que nous aurions pu les faire sortir, ayant été privatisés depuis un certain temps. On les a conservés parce que je pense que c'était bénéfique. Alors bien entendu, ça tient beaucoup à la qualité des hommes et des femmes en question, et je me plais à saluer que c'était des hommes et des femmes absolument remarquables qui ont parfaitement joué leur rôle au sein du Conseil. Cela, à mon avis, a à voir aussi avec la qualité du dialogue social dans l'entreprise. Je pense que si le dialogue social est mauvais, si la relation est mauvaise, le dispositif va probablement mal s'enclencher. La nomination des personnes ne sera pas forcément sur les personnes idoines. Elles peuvent prendre le conseil d'administration comme une plateforme de revendication, ce qui n'est pas, ou le confondre avec un CE, ce qui n'est pas non plus. En revanche, quand le dialogue social est bon, on peut s'expliquer à l'avance avec les syndicats sur la nature du poste qui va être à remplir, donc sur le profil des candidats qu'il convient d'avoir, et une fois ceux-ci identifiés, élus ou nommés, on peut travailler avec eux sur leur formation. Donc je crois que la vitesse acquise est très importante, selon qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, la vitesse initiale, si je puis dire, dans le dialogue social, et puis bien sûr, j'y reviens, la qualité des personnes, mais tout ceci se travaille, et avec un peu de temps, on y parvient. J'en retiens que c'est un travail intéressant qui s'apparente un peu à une mise à plat du sujet. Cette note est sortie à peu près un an après que la loi ait rendu l'opération obligatoire pour un grand nombre d'entreprises, pas toutes. Et cette note nous donne l'origine de la mesure et ses fondements, et comment elle est née. Elle présente aussi un panorama intéressant de ce qui se passe partout en Europe, car la France n'est pas isolée sur ce terrain-là, et d'autres pays sont allés depuis beaucoup plus longtemps et beaucoup plus loin que la France dans ce domaine. Enfin, et c'est à mon avis le plus intéressant, elle part d'expériences vécues et elle fait ressortir quelques règles de bonne conduite, quelques règles de bonne pratique, qui sont certaines positives, d'autres négatives. Elle est assez équilibrée de ce point de vue-là, même si la tonalité générale probablement est un peu positive. La tonalité générale consiste à dire il y a des problèmes, mais ils sont solubles. Et d'ailleurs, le guide d'application pratique qui est à la fin de la note est orienté dans cette direction.